après que 580 000 Africains soient allés combattre en 1945 et soient revenus plus forts mentalement, car ils ont vu que les Blancs n'étaient pas immortels, le général de Gaulle organise donc la conférence de Brazzaville pour reconnaître le mérite des Africains. Pendant cette conférence, il ressort que les Noirs peuvent désormais se mettre en association, car bien avant cette période, la juridiction était faite que pour les Blancs. Il y avait le code de l'indigénat qui régissait la société ivoirienne. Ainsi, les premières associations naissent. La Côte d'Ivoire voit fleurir des associations sportives, éducatives et syndicales qui vont faire naître également le syndicat agricole africain dès 1945. À partir de 1946, énormément de partis politiques naissent en Côte d'Ivoire à l'image du parti de l'ASIO, le PPCI, et en tête des partis politiques, nous avions le PDCI-RDA, qui était le champion politique à l'époque dirigé par Félix Houphouët-Boigny. Le PDCI, étant tellement fort, commence à déranger l'administration coloniale du point de vue de ses activités et son influence dans le pays. À partir de 1947, 2 ans après la Seconde Guerre mondiale, la bipolarisation se fait sentir. En plein contexte de bipolarisation, le PDCI-RDA passe s'affilier au Parti communiste français de Georges Marchais, parti opposé au Rassemblement du peuple français dirigé par le général de Gaulle, ce qui détériorera directement la relation entre le PDCI-RDA et l'administration française. Alors, l'administration française rappelle à Paris le gouverneur André Latry, qui dirigeait la Côte d'Ivoire à l'époque. Le gouvernement français lui reproche d'être trop paternaliste, laxiste avec les Noirs et décide de ce pas de remplacer André Latry par Laurent Péchou, qui vient de Paris avec la seule et unique mission qui est de décapiter le PDCI-RDA. Guettant la moindre occasion, lors d'une manifestation de la population, il part directement demander à ce qu'on tire sur la foule et fait venir un corbillard avec lequel il ramasse tous les militants qui étaient sur la liste qu'il a reçue depuis Paris. Il y avait plus de 200 prisonniers, mais ceux qui ont retenu l'attention dans l'histoire sont au nombre de 8. Il y avait entre autres Lama Camara, Benablin Dadier, Kofi Parezo, Jean-Baptiste Monquet. Ils se retrouvent donc en prison dans la nuit du 7 février 1949. Ils sont incarcérés sans recours au procès, sans passer par une quelconque procédure judiciaire. À l'époque, les femmes noires n'avaient pas le droit de travailler au sein de l'administration. Elles portaient les enfants, s'occupaient tout simplement de la famille. Plusieurs mouvements de contestation surgissent au sein de la population, visant la libération des hommes incarcérés. La fête traîne jusqu'au 19 décembre 1949, le moment au cours duquel 13 femmes, dont les 8 femmes des hommes incarcérés, décident d'envoyer un courrier au gouverneur dans l'optique de considérer l'option de libération de ces hommes. Le gouverneur Laurent Péchou répondit en disant que le cas des détenus ne le concerne pas. Il faudrait que les femmes se redirigent directement vers le procureur car il n'y a que lui qui peut décider. Le procureur, à cette époque, avait son siège, son bureau à Grand-Bassam. Les femmes décident, après la réticence de certaines d'entre elles, de se rendre sur les lieux, histoire de porter leur volonté aux oreilles du procureur. De ce fait, certaines femmes disent à cette dernière que aller à 13 serait désavantageux pour vous. Ainsi, elles décident toutes ensemble de gonfler les rangs de ces dernières et aller. Des instructions sont données par le pouvoir central, astreignant donc les chauffeurs de véhicules publics de ne pas conduire les femmes. Face à cette réalité, elles ne baissent pas les bras, car le jeudi 22 décembre 1949, à pied, les femmes quittent Adjamé à 8 heures du matin en partance pour Grand-Bassam. Elles rencontrent certaines femmes à Komikro, l'actuelle Trècheville, puis partent en passant par les champs de plantation de Louis Bougou, de Jean Folly, l'actuel Port-Boué, dépassant le village de Jean Modeste et se retrouvent à Grand-Bassam dans l'après-midi du 22 décembre et sont au nombre de 500 femmes. Elles vont voir le procureur et ce dernier dit qu'il ne peut pas les recevoir. Ne pouvant plus retourner à Abidjan, ce même jour, les femmes décident de passer la nuit à Grand-Bassam chez certaines connaissances pour... La nuit passée, ces 500 femmes se retrouvent à 1500 femmes, car là où elles ont passé la nuit, les femmes de ces foyers ont décidé de participer à la lutte, ainsi donc soutenu leurs sœurs. Le 23 décembre, elles retournent voir le procureur.
lorsque celui-ci a vu cette masse de femmes, il ordonne à la police nationale de les refouler. Incapable face à cette agression, elle décide de quitter les lieux et tiennent une très grande réunion dans la nuit du vendredi 23 décembre 1949. En résumé, elles prennent la décision suivante. Samedi 24 décembre 1949, on ne s'occupe plus du procureur, on ne se préoccupe plus du procureur. On ira directement marcher sur la prison afin d'obtenir vaille que vaille la liberté des hommes. Ainsi, le 24 décembre, les dames font appel à d'autres femmes et se retrouvent à environ 4000 femmes. Parmi ces 4000 femmes, se trouvent 300 à 700 femmes qui sont toutes vêtues de blanc. Ces femmes-là pratiquent un rituel ghanéen appelé l'Adjanou. Elles sont dirigées par Mamindoli Amouin, une femme baoulée. Les femmes débutent la marche et les forces de l'ordre possédant 2 engins plongés dans la lagune, ils activent leurs engins qui pulvérisent les femmes de l'eau saumâtre salée contenant des résidus de bouteilles cassées. Immédiatement, les femmes s'affaissent. Certaines ne voient plus le coup et d'autres s'évanouissent. C'est à cet instant que Mamindoli demande aux femmes de stopper leur avancée et de laisser celles qui sont toutes en blanc prendre les devants. Mamindoli Amouin décide de passer à la dernière option qui leur reste, c'est-à-dire passer au rituel pur de la Djanou, qui est un rituel qui se fait dans la nuit ou en dune, habillée en blanc. Pour le faire, elle demande à toutes ces femmes en blanc de se mettre totalement nues. Rapidement, elle commence les incantations et les gros engins plongés dans la lagune qui pulvérisaient ces femmes s'éclatent à la minute. Par la suite, les femmes continuent la marche et réussissent à passer le pont. Les femmes ont pris la confiance et le mouvement a pris de l'ampleur. Elles ont pris la prison d'assaut et rapidement, l'administration coloniale fait appel à Félix Houphouët-Boigny qui lui également à l'époque était persona non grata qui se trouvait dans le village de Bondi-Akoué, non loin de Yamoussoukro. Il arrive et appelle les femmes au calme et les informe qu'il vient d'avoir la garantie de l'administration coloniale qui compte libérer les hommes incarcérés. Comme prévu, un procès a eu lieu le 30 mars 1950. Les hommes ont été donc libérés. Cette marche s'est inscrite dans l'histoire de la Côte d'Ivoire comme étant la première grande marche politique, non seulement pour ce pays, mais également pour toute l'Afrique de l'Ouest francophone. Cette manifestation a été le déclic à la base de la prise de conscience de soi dans l'esprit des femmes. Car avant ce mouvement, il n'y avait que Célestine Kakou, secrétaire de Félix Houphouët-Boigny à l'époque, et Makoukou Traoré, qui faisait la politique. Mais après cette marche, les femmes ont commencé à s'immiscer dans l'affaire politique à telle enseigne que lorsque Félix Houphouët-Boigny devait nommer la première femme ministre, il n'a pas hésité à prendre Ondri Siffert, qui a participé à la marche à seulement 20 ans et qui a été connue sous le nom de ministre Jeanne Gervais. Aussi, la première femme du Burkina Faso à connaître le poste de ministre a été Makoukou Traoré, secrétaire général du RDA depuis 1948, qui a également participé à la marche du 24 décembre 1949. Depuis lors, les femmes ont su qu'elles étaient indispensables au sein de la société et avaient également leur mot à dire dans les affaires sociales.